Bienvenue dans notre émission Débat social. Une réalité touche la jeunesse congolaise et suscite plusieurs débats au sein de notre société. Diplômés se battent à décrocher leur premier emploi à cause des exigences du marché du travail. Aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi l'expérience devient-elle forcément un critère obligatoire pour les recruteurs et des solutions peuvent être envisagées pour remédier à ce problème. Pour en débattre, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Monsieur Bonavi Olingu, directeur du groupe Mob Consulting. À ses côtés, nous avons la présence de Monsieur Mwele Pagnol-Wilman, formateur en informatique et en anglais. Bienvenue sur notre débat. Bonjour, cher monsieur. Bonjour, madame. Nous sommes ravis de vous recevoir sur notre plateau. Plaisir à partager. Et aujourd'hui, nous allons parler sur le nombre d'expériences que les entreprises exigent aux nouveaux sortis de l'école. Nous allons commencer avec monsieur Bonavi. Pourquoi les entreprises exigent-elles tant d'expérience aujourd'hui? Chose qui n'a jamais existé. C'est un appel d'offres ou bien un appel de candidature. Les entreprises se spécialisent d'abord sur une grille d'évaluation et sur leurs besoins. D'abord, il y a un processus de recrutement qui est mis en place sur le contrôle interne. Généralement, l'expérience est demandée parce qu'il faut nous avons aujourd'hui deux pôles que nous avons. Je pense que en avance, nous allons parler de ça. Peut-être pour l'éducation, nous avons les diplômes professionnels et les diplômes juste de recherche. Et beaucoup des élèves, beaucoup des apprenants font plus des diplômes axés recherche, ce qui font qu'ils n'ont pas la capacité de travailler directement ou de s'adapter dans un milieu exigeant. Et donc, les entreprises demandent l'expérience pour ceux qui sont déjà là et qui maîtrisent déjà pour que l'intégration soit plus facile. Et aussi, l'expérience ne veut pas toujours dire la compétence sur le métier, mais il y a aussi les soft skills, comme on le dit, et puis d'autres choses qui sont là pour voir aussi le social avec des personnes, ce qui peut aider mieux la personne pour s'imprégner dans son travail. Ok. Et pensez-vous que c'est un fait qui est justifié ou c'est devenu une habitude? Comme je l'ai dit, cela dépend de la procédure de l'entreprise. Alors, c'est pas tous les postes qui sont exigeants à 5 ans d'expérience, 3 ans d'expérience. Ça dépend du niveau de hiérarchie de l'entreprise. C'est ça que je parle de l'organigramme. Si vous êtes, exemple, à un poste, je sais pas, de responsabilisation, sinon, exemple, manager, on sait qu'un manager gère les équipes et donc il faut que la personne ait une compétence en management de proximité. Et donc, il demanderait que la personne ait de l'expérience à gérer les personnes. Et si vous n'avez pas d'expérience à gérer les personnes, vous savez, il est plus facile de gérer les animaux que de gérer les personnes, les hommes. Et donc, c'était important pour cette personne d'avoir au moins la capacité, déjà l'expérience de gérer les humains et enfin, ça sera plus facile de vivre avec les autres. De vivre avec les autres en communauté. Ok. Maintenant, vous venez de souligner c'est quelque chose de capital. C'est quelque chose de vraiment, tel que vous venez de prendre l'exemple, un gérant responsable marketing doit vraiment avoir de l'expérience. Oui, comme je l'ai dit, ça dépend du poste. Le poste, malheureusement aujourd'hui, tous les postes demandent les gens qui ont l'expérience, c'est ça qui est de la réalité, mais ce n'est pas tous les postes qui ont besoin d'expérience. Il y a des postes juniors, nous avons les grandes entreprises qui font ça, des postes juniors, et donc vous avez aussi les nouveaux cadres, nous avons beaucoup des postes qui demandent aussi des personnes qui n'ont pas d'expérience pour leur donner l'opportunité d'acquérir ces expériences. Mais il y a des postes qui sont exigeants parce qu'on n'a pas besoin que vous puissiez apprendre, il faut déjà connaître le travail. Ok. Monsieur Mwele, pensez-vous qu'un jeune sorti nouvellement de l'université ne peut pas tenir un poste exigeant par rapport à ses compétences et non par rapport à son expérience? Merci madame. Je vous remercie d'abord pour la question. Et pour répondre à cette question, je dirais que ça dépend. Parce qu'il peut être nouvellement sorti de l'université sans expérience. Il vient de le souligner, on a manqué d'expérience, c'est quelque chose que beaucoup d'entreprises demandent. Puisque toute entreprise existe, c'est pour les fins de vie justement se lancer et après faire faillite. Sinon, le focus est mis sur les chiffres. Alors, ça dépend de quelle formation que l'apprenant ou l'étudiant a fait. Si par exemple,
pendant votre cursus scolaire, vous avez eu à parcourir et à faire un certain nombre d'expériences dans le métier que vous voulez être recruté. Je pense que cela est une exigence, cela est une nécessité. Sur le poste, c'est un poste de haute responsabilité. Par exemple, c'est un poste senior qui demande à ce que la personne qui doit occuper ce poste puisse avoir une expérience numérique pour résoudre des conflits, mettre des stratégies en place pour pouvoir pallier à certaines situations et l'expérience sera demandée. Ok. Bon, aujourd'hui, nous savons que dans notre pays, l'État n'a pas mis un système qui prépare les étudiants au marché du travail. Vous les exigez de l'expérience par rapport aux compétences. Pensez-vous que qu'est-ce que l'État doit vraiment faire pour aider ces jeunes-là, qui sortent nouvellement de l'université, mais ils veulent travailler? Ok, pour cela, je pense que l'État doit mettre en place un programme de formation pratique. Généralement, de ma propre expérience, j'ai eu à faire de formation, notamment dans nos institutions publiques, où les apprenants, les étudiants qui sortent des institutions de formation finissent un cursus de 3 ans, 2 ans, voire 5 ans sans une expérience, sans un stage de formation, sans une expérience. Vous allez voir que quelqu'un qui fait, exemple, une formation en comptabilité pendant ces 3 ans n'a jamais fait un stage dans une quelconque structure de la place. Oui. Allez, comment voulez-vous qu'une telle personne puisse être en mesure de travailler pour une société qui veut bien sûr avancer? Alors, ce que l'État doit faire, c'est tisser des relations avec les entreprises de la place, de sorte que ces instituts-là, ces apprenants-là, en sortant, puissent bénéficier de stages tout au long de leur formation. Par exemple, prenons le cas des élèves qui sont au lycée technique de Louisiane. Nombreux finissent les 3 ans, parfois en étant en bac, en cursus, en terminale, sans faire le stage. Alors, nous avons des structures de la place. Ils n'ont qu'à créer des partenariats qui peuvent faciliter à ce que ces enfants-là, au fur et à mesure qu'ils évoluent, puissent participer à des stages afin de pallier à ce problème-là. Et mettre carrément des programmes de mentorat, renforcer l'entrepreneuriat, n'est-ce pas, financer les structures de la place afin qu'ils puissent avoir plus de possibilités pour s'intégrer et faire des stages. Il y a une réalité. Vous avez évoqué le cas de stage. Ce qui est vrai, dans notre pays, même pour obtenir un stage, est tellement difficile. Il y a le problème de recommandation. Des fois, on vous demande qui vous a recommandé pour un stage. Ouais. Maintenant, ces gens, ils partent chercher du stage, c'est bloqué. Ils vont faire quoi, monsieur Bonavi? L'histoire des stages, à ma propre avis, je pense que cela, il faut l'aborder de plusieurs manières. Il y a beaucoup d'appels de stages que nous avons fait chez notre consulting. Les gens ne sont pas compétents. Rassurez-vous qu'il m'est arrivé une fois d'entretenir une personne qui a un master d'une grande université, en tout cas des grands instituts, en comptabilité, mais quand nous avons essayé le test, ce n'était même pas le niveau. Et donc, réellement, la personne me demandait pour combien on va te payer. Elle dit, mais on te paye pour ce que tu me rapportes. Si tu me rapportes 3 millions, je te paye 2 millions. Tu te payes 1 million. Mais tu peux me rapporter 50 000. Et donc, du coup, l'affaire du stage, c'est généralement les jeunes veulent pas seulement avoir de l'expérience dans le stage, ça dépend de l'objectif qu'il y en a derrière. Et généralement aussi, regardez d'abord les profils que nous demandons en stage. Nous sommes tous en train de faire les mêmes filières, nous sommes en train de demander dans les mêmes agences, nous sommes en train de demander pour les grandes boîtes que nous connaissons, que peut-être nous postulons que nous ne maîtrisons pas. Et la plupart des gens ne maîtrisent pas les structures auxquelles ils demandent les stages. Généralement, c'est juste que vous avez lu, ou bien vous voyez que je peux penser là, et puis vous écrivez. Vous ne cherchez pas à connaître qu'est-ce qu'ils font réellement pour que je puisse convaincre. Parce que quand on arrive au processus de recrutement, on se rend compte que tu ne connais rien de chez nous et tu ne vas rien fournir pour notre entreprise. Et ça, je pense que c'est non. On va pas s'en aller. Plusieurs se plaignent qu'ils ont eu à déposer et redéposer. Pas de suite, pas de suite, donc rien, tout reste lié, on ne vous rappelle même pas. Oui. Il est simple, il faut que tout le monde d'abord, c'est quel stage? Parce qu'il y a des stages d'implémentation, et c'est ça en fait. Et pour l'argent, les stages d'apprentissage, nous revenons au droit du travail, nous savons comment le contrat d'apprentissage se définit. Et dans le contrat d'apprentissage, c'est qu'il y a un maître et il y a une personne qui apprend. Et dans ces genres de contrats-là, il est important de comprendre que les clauses sont généralement définies, bien sûr c'est régi par le contrat du travail, mais sont généralement définies par l'employeur. Et donc du coup, on se dit à la limite que l'employeur se met. Et si la personne venant demander le stage,
d'abord dans sa tête ce qu'il pense c'est une rémunération, ça bloque tout le processus. Parce qu'il n'a pas encore l'expérience. L'entreprise dit, mais on va le payer, mais il nous rapportera quoi? Mais le paiement, là, ça peut pas être directement un salaire. Parce que le jeune étudiant ou finaliste, quand il vient, lui aussi, il a un déplacement qu'il va payer. Parfois, c'est un jeune qui n'a rien. Il n'a quasiment rien. Il cherche un stage pour l'aider au moins à se déplacer. Mais vous, les chefs d'entreprise, vous exigez qu'il n'a pas de compétences et il doit apprendre chez nous. Donc, moi, je fais des chiffres d'affaires. Moi, pour lui rémunérer, quand même, il doit m'apporter quelque chose. C'est dans le contrat budgétaire. C'est le budget de l'année qui est voté. Et donc, je ne peux pas recruter une personne si je n'ai pas... si ça ne rentre pas dans mon budget. Bien sûr qu'on a ce qu'on appelle par la soupape de sécurité qui est mise en place pour voir si jamais il y avait des choses imprévues. Des choses imprévues. Alors, donc, du coup, c'est dans ces choses imprévues que je peux faire. Et donc, quand cela ne tient, la responsabilité des entreprises, c'est de voir aussi dans leur responsabilité sociétale, les entreprises, comment on se donne l'opportunité à ces jeunes d'apprendre ou bien de gagner l'expérience afin de se valoriser. Pour finir mes propos, le système anglophone, généralement aux États-Unis, il est presque impossible qu'une personne rentre avec la même expérience qu'elle est venue avec. Quand même de t'ajouter en formation, c'est-à-dire, tandis que vous êtes en entreprise et vous envoie même à l'université pour faire certaines formations pour qu'eux aussi puissent dire qu'ils ont aussi ajouté un capital humain. C'est ce qui ne se passe pas au Congo et c'est pour cela les recruteurs ont peur parce qu'eux ils ne prennent que ce que toi tu as et l'expérience que tu vas gagner ici. Les programmes de formation ne fonctionnent presque pas en entreprise. La vie nous dit que les entreprises n'ont pas un système, ils n'ont pas dans leur budget, ils ne prévoient pas un système de formation pour les nouveaux qui n'ont rien, ce que je sache. Donc, moi je me dis, les entreprises ne peuvent pas former ces personnes-là. Je viens, je n'ai pas d'expérience, mais vous m'aidez à me mettre dans la formation. Parce que M. Bonavé vient de souligner que dans le système anglais et non dans le système congolais, c'est chose qu'on ne voit presque pas. Les entrepreneurs congolais, encore les chefs d'entreprise, veulent seulement des gens qui sont déjà à la hauteur de leurs compétences. Et moi, je me dis, est-ce pas possible? Les entreprises ont tout un budget à gérer, le budget annuel, etc. Et donc, lorsque vous recrutez, moi par exemple, je suis à travailler dans une société, bien sûr vous aussi, où on avait des formations en interne. Ça veut dire que les entreprises doivent forcément contribuer au développement personnel et professionnel de leurs employés. Bien sûr, pour qu'il y ait une productivité au sein de la structure. Mais là, il est question de parler de ceux qui, les demandeurs d'emploi qui viennent sans expérience, n'est-ce pas? Vous voyez déjà, vous venez sans expérience, sans compétences pratiques, et vous êtes le premier à exiger, par exemple, une rémunération. C'est de ça qu'on parle. Et le mieux serait... Avec la connaissance qu'il a appris à l'école. Je sais qu'avant de le recruter, on passe par un stage, qu'est-ce qu'on appelle? Par un entretien d'embauche. Vous allez évaluer cette personne par rapport à l'entretien qu'il a passé. Et c'est par là que vous allez reconnaître que cette personne... Mais je voulais souligner quelque chose qui est très important. Je ne suis pas à leur nom pour parler de ça sur le tableau, mais je côtoie un peu déjà ces dirigeants-là. Je prenais le FONIA. Le FONIA a un programme très important d'incubation des entreprises, en fait, des jeunes. Et ce programme est très clair. Mais dites-nous, combien de jeunes postulent à cela? On dit qu'aujourd'hui, à travers le programme de l'État, comme le FONIA, vous avez le programme d'emploi qui est là que les jeunes peuvent demander l'emploi. Et le FONIA facilite cette implication-là, il facilite pour que vous puissiez aller trouver ce stage dans cette entreprise. Et après, on peut vous retenir. Mais est-ce que les jeunes sont informés? Combien de temps nous passons sur Facebook au lieu de rechercher sur ces informations? Mais nous ne connaissons pas ça parce que nous ne connaissons pas les pros. Aussi, ici, de signaler qu'on ne gagne pas seulement l'expérience en travaillant quelque part. J'ai 10 ans d'expérience que j'ai jamais travaillé avec expérience aussi, on travaille chez soi. Et c'est mieux en soi qu'on développe plus de capacités, même qu'on travaille chez quelqu'un. Parce qu'on a eu à faire tous les échecs, on a eu à comprendre tous les problèmes. Quand on parle que non, le business, ça ne fonctionne pas, on sait que nous-mêmes, ça ne fonctionne pas parce qu'on a essayé. Et là, au moins, quand on est dans un entretien d'embauche, on pourra demander, mais après, tu fais quoi? Et c'est là la personne arrive à bien débattre parce qu'il maîtrise mieux le sujet.
Vous voyez, pour finir avec mes propos, je prends aussi ceux qui travaillent. Beaucoup de gens pensent que travailler, c'est juste être dans un bureau. Généralement, les gens n'arrivent même pas à restituer ce qu'ils font comme mobile money, généralement. On n'est pas pour faire la publicité, mais ceux qui font les transactions avec le virtuel. Nous voyons qu'il n'arrive même pas à stipuler ça dans son CV. Il ne sait pas que c'est la gestion clientèle, il y a des clients des fois qui sont là, et le risque et le contrôle interne parce que tu peux perdre de l'argent, il y a des arnaqueurs, et toutes ces choses-là, mais la personne n'arrive pas à restituer ça en plein entretien. Mais c'est ce qui fait que la personne arrive à penser que pour avoir de l'expérience, il faut seulement travailler. Travailler pour soi, il n'y a pas d'expérience. C'est une erreur. Merci. Et Monsieur Molly, pensez-vous que recruter un débutant est un risque? Je veux dire personnellement non, ce n'est pas vraiment un risque, puisque comme vous l'avez dit, on peut recruter quelqu'un qui n'a pas d'expérience mais qui est compétent, vous voyez. Donc, quelqu'un qui n'a pas d'expérience, je lui donnerai personnellement la chance de s'intégrer, ou bien d'intégrer la boîte. Et avec ses compétences, je pense qu'avec le temps, il finira par avoir de l'expérience. Et je pense que moi, personnellement, s'il fallait que je me permette de recruter les gens, je fais recruter une personne sur base de sa motivation, de son dévouement, de son engagement, parce qu'on peut être expérimenté, n'est-ce pas, et compétent, mais vous n'avez pas de l'engagement. Quelqu'un peut être sans expérience, mais motivé, engagé, déterminé. Je pense que l'expérience, il finira toujours par l'acquérir, et ça pourrait donner un résultat très fructueux au sein de la société. Donc, je dirais, pour finir, ce n'est pas un risque. Donc, à ce stade, ce que nous allons comprendre, on peut rectifier, on peut revoir les critères de recrutement. Est-ce qu'on peut vraiment revoir les critères de recrutement? Je réintègre ma question, ma réponse aurait dit que, vous voyez, vous n'avez pas d'expérience, mais vous avez de la compétence. Parce qu'aujourd'hui, généralement, pour les jeunes Congolais, on constate que non seulement que ces jeunes n'ont pas d'expérience, mais ils n'ont pas vraiment la compétence pour pouvoir être en mesure de faire le travail qui leur sont assignés. Vous êtes compétent, vous n'avez pas d'expérience. Personnellement, je peux vous recruter et vous donner la chance d'acquérir l'expérience au sein de la société. Mais lorsque vous êtes dépourvu même de la compétence, vous voyez, et ça devient très dangereux. Même de la motivation. Même de la motivation de l'engagement. Toi, tu es là, on te dit de venir à 8h, et vous êtes là à 11h. Effectivement. Donc, je dirais oui. Puisque aujourd'hui, les entreprises doivent également participer au social, généralement vraiment donner cette opportunité. Donc, les critères devraient être révisés. Je vois déjà le cas du Burkina Faso avec le président Ibrahim. Donc, il est en train de réviser cela pour permettre de donner la chance à ceux qui n'ont pas peut-être 5 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans d'expérience d'intégrer le monde professionnel. Et bien sûr, là-dessus, je vous donne la chance d'intégrer ma boîte ou bien mon entreprise et je verrai ensuite quelles seront vos motivations, votre engagement, votre motivation, votre détermination, jusqu'à où vous êtes prêt à aller. Vous voyez, c'est ce qui va déterminer. Et aussi, il faut dire qu'on le dise bien qu'il y a des postes qui sont réservés à ceux qui sont expérimentés. Parce que ce n'est pas parce que l'entreprise veut tout le monde recruter pour le plus recruter qu'on doit donner le poste à n'importe qui. Une personne, par exemple, je l'ai dit tout à l'heure, là, celui qui gère l'audit et comptable d'une société, on ne va pas donner ça à un junior. L'insertion des jeunes. Alors, parce que vous êtes des jeunes étudiants finalistes, je suis sûre que vous aussi, vous avez vécu cette situation. Et qu'est-ce que l'État peut faire pour aider? Donc nous allons parler de ce que l'État peut faire, parce que le reste restera est-ce que les jeunes vont aller puiser cette information de ce que l'État fait déjà. Parce que ça aussi c'est une chose très importante. Alors je pense que l'État peut toujours faciliter, toujours permettre à la facilitation. Je vois déjà que stratégiquement, notre révision du gouvernemental, avec ce qui a eu, nous avons vu qu'il y a un ministère qu'on a créé nouvellement, l'entrepreneuriat. Et c'était très important. C'est encore bloqué, c'est encore limité. On ne dit pas que ce n'est pas que la vocation de tout le monde d'entreprendre, attention, mais on dit qu'il faut que tout le monde puisse savoir qu'on a toujours une partie d'entrepreneuriat en nous. Pourquoi? Parce que même quand on parle de gérer une maison de locataires, tu fais de l'entrepreneuriat. Parce que tu entreprends. Maintenant, l'entrepreneuriat prend un rôle un peu différent. Là, ce n'est pas le débat. Ça prend un rôle un peu très différent parce que tu dois innover, tu dois pas apporter quelque chose de spécifique là-dessus. Mais dans le cadre de la gestion, je pense qu'il est très important de savoir qu'on n'est pas obligé seulement de viser le travail dans un point. On peut aussi penser comment créer notre propre structure avec tout ce que nous avons appris à l'université.
Et malheureusement, la plupart des programmes, je suis quand même à lui parce que je pense qu'il y a quelques écoles et instituts à Pointe-Noire où j'enseigne à l'université. Et donc, ce qui est bien, que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a certains programmes, certaines écoles qui commencent à mettre l'entrepreneuriat comme cours spécifique, comme filière spécifique et comme cours spécifique en classe. Et là, c'est bon. Parce que moi, quand je sors, je pense qu'une personne qui fait management des entreprises, qui ne comprend pas comment créer, il comprend tout, la fiscalité et tout, mais quand tu vas venir en entreprise, il ne va rien comprendre. Mais s'il crée sa propre entreprise, il va savoir que non, mon RCCM, ça quitte le test structure, ça quitte le test structure. Ok, je vais essayer de compléter sur ce qu'il a dit. Qu'est-ce que l'État doit mettre pour essayer un peu de pallier à ce problème, notamment? Je pense que l'État doit faire en sorte que les formations qui sont offertes aux jeunes soient plus pratiques et théoriques. Parce que la réalité montre sur le terrain qu'aujourd'hui, tous ceux qui sortent généralement dans les écoles de formation d'État ou publiques sortent avec des connaissances qui sont théoriques plutôt que pratiques. Nous pouvons prendre le cas peut-être de l'unique université publique que nous avons ici au Congo, de ceux qui sont même à l'école polytechnique. Lorsqu'ils sortent là-bas, c'est avec des ingénieurs théoriques. Donc l'État doit faire de la sorte que ces formations soient plus pratiques. Et en faisant comment? En mettant en place des structures. Il y a des entreprises privées qui sont là, par exemple. Rien n'empêche que l'État crée des partenariats durables avec ces entreprises afin que ces jeunes qui sont dans ces écoles de formation puissent bénéficier de stages et de formations pratiques. Alors l'État doit également soutenir et encourager l'entrepreneuriat. Je pense qu'aujourd'hui, si l'entrepreneuriat est encouragé, il y aura la création d'emplois. Et s'il y a création d'emplois, il y a beaucoup de jeunes qui peuvent intégrer ces structures-là. Et nous avons aujourd'hui des centres, des structures de formation informelles. Je pense que l'État également doit les accompagner, de sens que où ceux qui évoluent surtout dans les formations, je pense qu'il peut y avoir des subventions qui peuvent participer ou bien favoriser la formation gratuite de jeunes. Et nous pensons aussi aujourd'hui avec les ONG, si la vie associative, notamment les organisations non gouvernementales, peuvent être valorisées. Et souvent, elles mettent en place des programmes de formation, des programmes de bénévolat, des programmes de volontariat, et qui pourront faire l'article que ces jeunes-là puissent participer ou accéder à des formations purement pratiques. Alors, il y a quelque chose de très important là. C'est quoi l'informel? Ceux qui évoluent dans l'informel, ils pensent que l'informel veut simplement dire que l'État ne vous reconnaît pas. Vous n'êtes pas enregistré auprès de l'État. Ah oui. Vous pouvez faire le chiffre d'affaires d'1 million, 10 milliards, mais vous n'êtes pas enregistré auprès de l'État et l'État ne vous reconnaît. L'État ne peut pas vous suivre. Et donc, la difficulté se situe là. C'est qu'exemple, pour les centres de formation dont il a pris, tant que vous êtes dans l'informel, oubliez l'État. Pour que l'État puisse vous suivre, pour que vous puissiez avoir des subventions de l'État, il faudrait que l'État puisse vous accompagner et l'État, vous devez être enregistré. Donc l'enregistrement qu'on parle, c'est l'identification. Et l'identification au niveau des impôts, c'est ce qu'on appelle par le NIO, numéro d'identification unique. Ça permet d'identifier une entreprise. Et là, généralement, vous partez légalement, vous créez votre entreprise, vous créez légalement votre entreprise au niveau de la CPCE. Et donc là, une fois que vous créez votre entreprise, vous êtes identifié. Et à ce moment-là, vous pouvez avoir des subventions, vous pouvez savoir comment rentrer dans les programmes d'incubation de l'État. C'est ça, en fait, ce qui fait que nous puissions, ces centres-là puissent se développer. Mais après, ça aussi, peut-être que ça fera l'objet d'un débat. Ces centres de formation, malheureusement, l'État ne les accompagne pas réellement. Pas seulement financièrement, même techniquement, parce que je me rends compte que même l'agrément d'un centre de formation, je me rends. Il n'y a rien dans l'agrément de cette formation, sauf qu'il y a des documents. On ne demande même pas, on ne sait même pas la compétence qu'on apporte, on n'a jamais fait un suivi réel de ces centres. Et je pense que c'est ça aussi qui peut venir, même avec les universités que nous sommes en train de parler. Je sais que ça pourrait peut-être l'objet de certaines questions qui se suivra, mais après, c'est sûr important. Compétence aujourd'hui, la première compétence exigée aujourd'hui, c'est le NTIC. C'est d'abord l'informatique. Et donc, les personnes, comme nous avons dit que ceux qui ont des masters, ils sont compétents et tout, mais c'est quand ils viennent, quand on voit dans l'outil informatique qui ne sert à rien, je ne vois pas. Je prends un cas. J'ai fait 5 ans en travaillant sur Excel. Je ne vois pas comment les centres de formation forment même les gens en 3 mois sur Excel. Je ne comprends pas. Et donc, du coup, quand la personne arrive, espérant qu'elle connaît, quand je dis moi tout de suite, ok, d'accord, j'ai besoin que tu puisses mettre en place un tableau de bord. Je pense que mettre 1 plus 1 égale à ça. Et vous voyez que la personne n'a pas de compétences. Mais pourtant, la personne a passé 5 ans à l'université en faisant avec un outil informatique. Et généralement, vous savez que l'outil informatique, c'est d'offrir une page Word et tout quand on te fait un rapport, que ce soit un truc sommaire dynamique. La personne ne connaît pas. Et toutefois, quand on vient aider, vous voyez, ça semble un peu. C'est bien de coacher la personne, du mentorat, ça arrive. Mais quand on vient toutefois pour aider la personne, c'est des postes seniors. Si c'est pour des postes juniors, des postes entrants,
il n'y a pas de problème. Mais si c'est des postes principaux où tu es dans le management, c'est toi qui dois gérer une hiérarchie, un management délégatif généralement, pas directif, et donc tu es délégué, donc tu dois gérer avec des personnes. Donc tu n'as pas toutefois recours avec des personnes de ta hiérarchie. Tu dois que faire que du rapport, du reporting. Ok. Alors, monsieur. Effectivement, la jeunesse a une très grande part de responsabilité, notamment nous avons face à une jeunesse qui ne veut pas se faire former. Ça, c'est le 1, il faudrait qu'on l'admette. Nous avons aujourd'hui l'Internet, et je dirais que nous sommes à l'ère de la connaissance dévoilée, où nous avons tout à notre portée. Intelligence artificielle. Nous avons de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller à l'université chercher à avoir un bac plus 3 pour savoir comment travailler sur Word ou bien envoyer un mail. Mais malheureusement, nous avons aujourd'hui jusqu'à ceux qui finissent même leur carrière universitaire, les étudiants qui finissent ne savent même pas créer un compte Gmail, ne savent même pas envoyer un document Gmail. Alors aujourd'hui, il faudrait que les gens savent que les compétences numériques sont requises, sont demandées. Alors nous devons nous faire former. Il y a des plateformes en ligne où on peut se faire former gratuitement. Donc même si vous n'avez pas de moyens, il n'y a plus d'excuses. Vous pouvez le faire former dans le management, le leadership, l'entrepreneuriat social ou l'entrepreneuriat traditionnel. Vous pouvez vous faire former dans le NTIC et gratuitement. Parce que nous, rappelons que, exemple chez moi Consulting, nous formons aussi les cadres. Nous avons 3 niveaux. Le niveau un peu senior où nous avons les responsables, les inspecteurs et autres. Est-ce que cette personne peut se tenir devant l'inspecteur des impôts, parler ou bien l'inspecteur ailleurs? Et vous voyez, donc, nous avons vu cette manipulation-là et ce charisme-là, ce sont des choses qui nous ont adhéré au savoir que non, cette personne. Et malheureusement, heureusement pour lui, il a été retenu. Mais l'autre, celui qui était en NTIC, qui était même formateur dans une grande école, et il a raté. Et quand il est sorti, je me rappelle qu'il était même venu tout à l'aise là, mais quand il est sorti, il a même confondu la route parce qu'il a pris la gauche au lieu de prendre la droite. Il s'est rendu compte qu'il n'avait pas de compétences et ce qu'il pensait comprendre sur le logiciel Excel, ce n'était réellement pas ça. Il pensait attendre ça plus ça, c'était pas compliqué, mais c'était juste qu'on ne donne pas on donne du lait aux professionnels. Nous chutons à notre émission. Votre mot de la fin, monsieur Mouelet, par rapport à tout ce qui s'est dit, qu'est-ce que vous donnez comme conseil à nos jeunes diplômés qui sont à la maison, qui cherchent on se dit qu'il n'y a pas de boulot parce qu'on nous exige de l'expérience. Et quel est votre mot de la fin par rapport aux entreprises qui exigent? Ok, d'ailleurs, je vais commencer par les jeunes, les étudiants qui sortent de l'université ou bien des écoles de formation, qui sortent de l'école de formation, c'est que la compétence, c'est ce qu'il y a lui. L'expérience vient après. C'est-à-dire que ce jeune doit comprendre que lorsqu'il se fait former, et s'il faudrait que vous voulez avoir plus de compétences pratiques, et vous devez faire de tout ce qui est à votre possible pour pouvoir acquérir ces compétences pratiques, bien cette formation pratique. Par exemple, je prends un exemple, je le dis toujours à ceux qui sont au lycée technique, ceux qui font exemple filière informatique, ils sont bien conscients que là-bas, les salles ne sont pas équipées pour pouvoir bien assimiler les compétences pratiques en informatique. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils se contentent jour et nuit sur les compétences théoriques, et peut-être d'adhérer les ateliers qui sont à la cité, un centre de formation à la cité pour pouvoir aiguiser ces compétences pratiques, mais ils ne le font pas. Donc, vous voyez, cette responsabilité, la jeunesse doit la comprendre que non, il faut se faire former, être compétent, être en mesure de fournir un travail impeccable. Alors, et pour les entreprises et les chefs d'entreprise, je pense qu'il faudrait qu'on donne la chance, n'est-ce pas, aux compétents. Nous n'avons pas donné la chance aux incompétents. Ça, il faudrait qu'on le dise. Voilà. Ceux qui sont compétents, nous devons leur donner la chance à intégrer la boîte, la société et sous base bien sûr de motivation, de votre engagement, de votre dévouement. Et sur ces critères, nous pouvons bien vous intégrer la boîte et on sait qu'une fois que vous aurez de l'expérience, ça va aller. Et d'ailleurs aussi, je finirai par dire quelque chose qui me l'avait dit en entrepreneuriat. Il dit que lui, personnellement, parfois ni la compétence ni l'expérience qu'il exige lors de ce recrutement. Mais il se bat parfois sur l'état moral, sur l'éthique de la personne. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez être expérimenté, vous pouvez être compétent. Mais si vous avez une éthique qui est très pourrie, vous voyez ce qui va devenir l'entreprise. Mais une personne qui a une bonne moralité, qui a de l'éthique, vous pouvez lui donner la compétence, vous pouvez lui donner également même ceux qui n'en ont pas. On ne peut pas. L'éthique, c'est la moralité de la personne, c'est le net de la personne.
Et pour finir, je dirais que le professionnel le plus expérimenté a commencé un jour par sa toute première expérience. C'est très clair, c'est très simple. Auprès des entreprises, je pense que ce serait aussi une occasion de mettre une sonnette à la lampe pour rappeler que donnons aussi, pas à ces jeunes seulement, à nos jeunes, donnons-nous une opportunité d'apprendre, d'aiguiser nos compétences auprès de ces programmes. Essayons de mettre des programmes d'incubation et aussi de compétences de stage pratique. Et voyons aussi avec les programmes qui sont déjà mis en place, évaluons d'abord ces programmes afin de créer encore de nouveaux programmes. Et deuxièmement, c'est de voir aussi avec ces jeunes, mais je parlerai aussi du côté de l'école, parce que les instituts, c'est de voir comment est-ce que les gens peuvent aiguiser leurs connaissances, leurs compétences et leurs habilités pour voir réellement qu'est-ce qu'ils sont capables de faire et comment est-ce qu'ils ont d'abord connu ça. Et j'insisterai sur les carrières professionnelles que nous choisissons. Aujourd'hui, tant que vous êtes sur les masters de recherche, les diplômes de recherche, en tout cas, vous resterez dans la recherche parce que vous n'êtes pas compétent totalement. Une chance à nos débutants, à nos jeunes finalistes de travailler dans les entreprises afin d'acquérir l'expérience tant demandée. La responsabilité entre l'employeur et l'État, le rôle de l'État et l'engagement personnel. Merci, à très bientôt pour une nouvelle émission.